La diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Soyez les bienvenus donc pour ce premier sommet de l'inclusion économique. Si vous venez de nous rejoindre en digital, au programme de cette nouvelle plénière, la question de la diversité au sein du top management. C'est une question qu'on n'a pas encore évoquée en détail. Eh bien, on va le faire. Mais avant de l'évoquer en détail, je voudrais vous rappeler qu'il y a un sondage pour lequel on attend votre participation avec impatience. Deux façons de répondre à ce sondage. Alors, premièrement, sur l'application du sommet de l'inclusion économique, vous avez un bouton sondage. Ça doit être sur votre page d'accueil, si je ne m'abuse. Et puis, une autre manière de le faire, c'est aussi si vous êtes derrière votre écran, vous avez un onglet sondage. On a vraiment besoin de vos réponses pour en savoir un petit peu plus sur vos attentes. 4 questions très simples et très faciles d'y répondre. Alors, comme promis, on va prendre maintenant un peu de hauteur. Avoir de la diversité dans l'entreprise, c'est bien, c'est super même. Mais quel intérêt si les seuls postes ouverts restent les plus subalternes? Celle qui va en débattre avec nos intervenants est la directrice générale de Mosaïque RH, cabinet de recrutement qui a donné naissance à cette fondation Mosaïque qui nous réunit. Merci d'accueillir Mariam Katab. Alors Mariam, la question est très claire. À vos invités d'y répondre. Je vous laisse les présenter et je vous donne rendez-vous à 16h15. Merci Aïda. On peut applaudir Aïda. Eh bien, on va démarrer cette plénière sur un sujet hautement important, en tout cas depuis qu'on travaille sur ce sujet-là. Sur le sujet diversité et inclusion, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur parce que la diversité, elle doit être partout, du top jusqu'à la base. Et donc, je vais accueillir mes intervenants pour en débattre. Donc, Viola Ferrario, présidente directrice générale de BMI France. Luc Guillemin, président de Securitas France. Ou plutôt là-bas. Comme ça, je vais garder cette place pour moi. Sophia Merlot, directrice des ressources humaines de BNP Paribas. Elle est passée par là. Patrick de Saint-Jacob, président de la Fondation Orpea et directeur général France RSE. Arnaud Naudan, directeur général de BDO. Et Pascal Bernard, directeur des ressources humaines des ministères sociaux, qui arrive. Au pas de course, absolument. Tu peux t'installer là, absolument. Alors, pour lancer cette plénière sur le top de la diversité, sur la thématique de la diversité dans le top management, j'ai une première question à vous poser à tous. La diversité en entreprise, est-ce que c'est encore un combat? Après tout, est-ce qu'on ne devrait pas être représentatif de la diversité de la société depuis longtemps? Est-ce que ça reste un combat dans nos organisations? Et pourquoi c'est si important et c'est si difficile dans le top management? Pascal Bernard, le combat, ça te connaît? Le téléphone va me connaître aussi. Donc cette première question, elle est pour toi. Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et tous. Alors la diversité, je dirais que si on fait un flashback, c'est plus tellement un combat au niveau des discours et des intentions. Ça, des discours et des intentions, il y en a, c'est pas... Voilà. Il y a des gens qui n'y croyaient pas du tout, 10-15 ans, et qui le disaient, ce qui est pas mal, qui maintenant en sont les farouches défenseurs, donc c'est très bien. Par contre, au niveau des actes et de l'opérationnel, un peu la diversité du dernier kilomètre, là, c'est beaucoup plus... on n'est pas à la fin du marathon, quand on est à peu près au semi-marathon. On était optimiste, mais comme il fait beau, on va l'être. Hein, voilà. Donc c'est plus dans les actes que c'est plus compliqué. Tout à fait, c'est dans la déclinaison opérationnelle.
vis-à-vis du management, que ce soit le top management, parce que c'est le sujet de la plénière, je ne me suis pas trompé de ça. C'est ça, non, tu es dans la bonne plénière. Au niveau de l'ensemble de la chaîne hiérarchique, ça c'est. Et puis au niveau des collègues eux-mêmes, dont un bon nombre s'autocensurent, à tort ou à raison. Voilà, 18 mois, on avait organisé au sein des ministères sociaux, tu étais là, un speed dating, on avait fait rencontrer 40 hauts fonctionnaires, avec 40 personnes qui étaient déjà insérées dans la vie professionnelle, mais issues de la diversité, au sens large, comme on dit. Et on avait fait une table ronde, puis ensuite des binômes, et on s'était aperçu que les stéréotypes fusaient des deux côtés. La manière dont les hauts fonctionnaires percevaient donc tous les futurs collègues, du moins on l'espère, qui n'ont pas suivi les mêmes cursus qu'eux, et puis également vis-à-vis des personnes éloignées de la fonction publique et de la haute fonction publique, il y avait pas mal de stéréotypes. Enfin, je veux dire que les stéréotypes étaient quand même plus du côté des hauts fonctionnaires, on va se dire les choses. Voilà. Merci Pascal pour cette introduction. Sophia Merlot, BNP Paribas. Est-ce que vous avez la même vision que Pascal? Est-ce que c'est un combat plutôt dans les actes, la diversité? Alors, je pense que chez BNP Paribas, donc, on est sur ces sujets de diversité depuis plus de 20 ans. Alors, pas uniquement en communication, mais je pense que voilà, il faut pour avancer, avoir une vision et puis surtout un engagement du top management pour faire avancer les choses concrètement. Alors, on peut faire avancer les choses sur le sujet du genre en matière de diversité. Donc ça, on a fait de belles avancées, parce que le monde bancaire, c'est très féminisé, mais effectivement, ça n'était pas très féminisé au niveau des top dirigeants. Et donc, on a, en l'espace de 10 ans, notre top 100 est passé de 8 à 30% de femmes. Donc ça, c'était des éléments. Et on a pris les engagements à être à 40% en 2025. Voilà. Et chacun est un peu jugé sur ses objectifs. Et puis effectivement, les biais, en fait, il faut former sur ces sujets de façon rigoureuse à travers le monde entier, puisqu'on est présent dans tous les pays et en France aussi sur tous ces éléments. Et puis être très présent parce qu'on pense que une banque, d'abord, c'est un écosystème, ça sert des clients et donc on doit être représentatif aussi de la clientèle que l'on sert. Et aussi pour être innovant et trouver les produits qui vont à nos clients. Il faut avoir des équipes diversifiées, sinon on va rater notre objectif. Merci. Luc Guillemin, Securitas France. La diversité chez Securitas. Bonjour. Alors quelques mots peut-être pour démarrer sur Securitas. Je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe. C'est un groupe qui regroupe 350 000 personnes dans le monde, dans 47 pays, spécialisé dans les métiers de la sécurité. Alors nous, on a commencé il y a longtemps avec un sujet qui nous tient à cœur, c'était déjà un code des valeurs, qui se transformait en code des valeurs et de l'éthique. Et on a beaucoup fait évoluer notre entreprise autour de nos valeurs. Et puis plus récemment, on y a inséré une politique de la diversité, également avec des engagements forts à l'échelle du groupe, mais aussi en France, pour que ces sujets avancent. Alors on n'est pas abouti, il y a encore du chemin à faire. Mais on est convaincu que voilà, avoir des gens plus divers dans l'entreprise, c'est aussi ajouter des compétences, des profils différents, et ça crée de la valeur, tout ça. Et donc c'est très bénéfique pour notre entreprise. Alors le top management, maintenant, est-ce que c'est plus compliqué ? Je ne sais pas si c'est plus compliqué. En tout cas, il faut donner une impulsion. Je vous rejoins là-dessus. Donc moi, en arrivant à la tête de Securitas, j'ai commencé par mettre un peu plus de femmes au niveau du comité de direction, parce que peut-être contrairement à la banque, le métier de la sécurité, c'est encore un métier très très masculin. Et donc notre premier enjeu de diversité, c'est déjà de retrouver un meilleur équilibre homme-femme dans notre entreprise. Et aujourd'hui, au comité de direction, on a 5 femmes sur 11. Donc on a bien progressé par rapport à il y a quelques années. Et notre nouvel enjeu maintenant, c'est d'étendre ça à tous les niveaux de management dans l'entreprise, pour que cette diversité homme-femme soit une réalité chez nous. Merci beaucoup. Patrick de Saint-Jacob, chez Orpea, est-ce que vous pouvez nous parler de quelle est votre vision de la diversité chez Orpea ? Alors je vais un peu être à contre-courant. Pour nous, en fait, la diversité n'est pas un combat, elle s'inscrit historiquement dans notre culture.
J'ai la chance d'avoir intégré ce groupe qui est très jeune et qui a une trentaine d'années, il y a maintenant, à titre personnel, plus de 25 ans. Et c'est vrai que dès le départ, l'absence de préjugés sur l'origine, le sexe, l'âge ou les diplômes a été notre credo. Imaginez ce qu'étaient les maisons de retraite il y a une trentaine d'années, c'était compliqué et il ne fallait pas être très exigeant. Mais ça a permis au fond d'aider des personnes qui, imaginez, on est quand même au milieu des années 90, d'aider des personnes qui, par exemple, des animatrices, des hôtesses d'accueil, des secrétaires, non bachelières pour certaines d'entre elles, à devenir directrices d'établissement. Il fallait oser le faire. Voire même des infirmières. Je vous rappelle qu'à une époque, les infirmières, leur diplôme n'était pas reconnu par l'université. Le diplôme d'état d'infirmière est simplement reconnu comme Bac+3 il y a, je crois, moins de 10 ans. Donc il fallait oser le faire. Et c'est comme ça qu'on a permis, et qu'on a permis à ces personnes de se développer, et qu'on a gardé cette capacité à inscrire ces personnes, mais aussi dans le temps long. Parce qu'en fait, il faut du temps. Je veux dire, aujourd'hui, nos critères de recrutement sont toujours basés sur des valeurs d'engagement, sur un savoir-être. Pour autant, ensuite, former les personnes, les accompagner, ce n'est pas très complexe, ce n'est pas compliqué, mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Aujourd'hui, vous avez pour exemple 50% de nos cadres infirmiers, enfin de cadres de santé au sens plus large qui sont issus du terrain, 96% des directions régionales et 54% des directions d'établissement. Donc la mobilité interne La fonctionne. mobilité interne fonctionne bien et l'absence de préjugés, je dirais, reste notre engagement principal et nous y tenons beaucoup. Je vais même juste rajouter un point. Je pense même que cet engagement nous a permis de traverser des périodes de crise assez complexes, à une époque où ce n'était pas facile pour nous de se développer, et nous a permis, au fond, grâce à ces personnes vraiment très engagées, de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe leader mondial dans sa catégorie. Je rappelle, Orpea, c'est maison de retraite, clinique psychiatrique et de soins de suite. Donc vous étiez en premier front pendant la crise du Covid, et vous l'êtes toujours. Nous étions effectivement sur le terrain parce que le management, c'est le terrain. C'est notre force aussi d'aller sur le terrain. Merci. Viola Ferrario, chez BMI Group. Rappelez-nous ce que c'est que BMI Group. Est-ce que vous ressentez aussi que cette diversité est un combat ou pas? Alors, BMI Group, entreprise dans le BTP. On est un industriel de matériaux de la construction, ça veut dire tuiles et membranes de l'étanchéité, juste pour vous donner un peu l'industrie où on travaille. Combat, alors, à l'interne, on aime plutôt le considérer plutôt qu'un combat, un parcours, un parcours fait par, comme il était dit avant, de petites choses très concrètes. Je vous donne des exemples. Quand je suis arrivée, on a immédiatement fait avancer des investissements pour faire des vestiaires pour les femmes à l'intérieur des usines. On n'avait pas toutes les usines équipées avec des vestiaires propres pour les femmes. Alors pourquoi on dit petites choses concrètes? Parce qu'il faut créer la condition pour la diversité. On ne peut pas penser d'avoir la diversité, d'avoir la baguette magique et de créer la diversité à l'interne. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Je pense à un directeur industriel qu'on a. Il est rentré, je pense qu'il est étranger. Je pense qu'il parlait ni moins pas trop le français. On a lui accompagné et il a eu la possibilité de faire un parcours à l'interne très important. Si après on regarde le top management, moi je suis l'exemple du fait que c'est le groupe qui essaye de pousser pour la diversité à partir du top management. Mon accent ne peut pas être caché. Je suis italienne, femme, et je dirige cette entreprise. Je pense que vous incarnez cette diversité. Absolument. Merci beaucoup, Viola. Arnaud Naudot, donc directeur général de BDO. Est-ce que vous pouvez nous parler de la diversité? Comment vous la ressentez dans votre entreprise et votre secteur? Alors,
Pour nous, BDO, enfin pour moi, je vais dire, c'est effectivement un combat, hein, pour revenir à votre question. Nous sommes un groupe mondial d'audit et de conseil. On est présent dans 160 pays, avec 90 000 collaborateurs dans le monde. En France, 1500 collaborateurs présents sur tout le territoire français. On a 45 bureaux. On sait, je peux dire que la profession d'expert comptable, d'auditeur, de consultant, d'avocat, c'est pas toujours distingué pour son modernisme et sa capacité à insuffler de la diversité au sein de leur organisation et qui plus est dans les comités de direction. Donc c'est en cela que pour moi, c'est davantage un combat. Moi, je suis personnellement convaincu qu'un projet, qu'une décision, qu'une stratégie, elle est mieux déclinée, elle est mieux amenée si elle est construite par des gens qui viennent de parcours différents. Ça, j'en suis convaincu, et donc c'est pour ça que moi je suis ravi de porter ce combat au sein de l'organisation. Je pense qu'également, voilà, le secteur du conseil est un secteur qui doit se transformer, qui a tendance à régénérer des générations de consultants qui sont toujours les mêmes, qui viennent du même parcours, qui ont toujours les mêmes profils, et donc il y a un vrai combat à mener pour faire évoluer les mentalités, permettre à des profils différents d'accéder à nos métiers, et permettre à des professionnels différents d'accéder à des postes de direction. Je pense que c'est assez fondamental. On a aussi un rôle à jouer, enfin, c'est comme ça que je le vois pour notre organisation, vis-à-vis de nos clients, pour là aussi promouvoir la diversité au sein des entreprises. Nous, on vend, et on a eu l'occasion d'en discuter, on vend aussi des CV, on vend des équipes. Il faut que nos clients perçoivent la diversité comme une source de création de valeur, davantage que ce qu'elle l'est aujourd'hui, et c'est le rôle qu'on entend jouer aujourd'hui sur le marché. Merci. Donc, on vient de voir, hein, que forcément, ça demande un effort, hein, ce qu'on observe. Et je voulais partager avec vous les chiffres d'un baromètre qui a été mené par le Club du 21e siècle, qui est un think tank qui travaille sur ces sujets-là, et qui illustre un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la diversité dans le top management, si on ne la pousse pas, elle n'y arrive pas. 62% des cadres dirigeants français ont des parents CSP+, contre 28% des cadres internationaux. Et un deuxième chiffre, 5% des dirigeants français ont des diplômes inférieurs ou égaux à la licence, contre 28% des dirigeants internationaux. Donc, c'est-à-dire qu'en France, le constat qu'on fait, c'est que la diversité dans le top management, elle est d'une certaine nature. Donc, à votre avis, et là on revient vraiment au sujet de top management, pourquoi c'est plus difficile? Est-ce que c'est un problème de vivier? Ça n'existe pas, on ne les trouve pas, ces profils. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Pascal Bernard. Je pense que c'est pour avoir, contrairement aux apparences, je suis un jeune fonctionnaire, hein, donc je suis revenu dans la fonction publique depuis 3 ans. Auparavant, j'étais plutôt dans le privé et en France et à l'international. Je crois effectivement que le problème il est plus compliqué. Pourquoi? Et dans le top management, pour une raison très simple, c'est que le top management, c'est finalement l'aboutissement d'une série de sélections et d'une série de barrages et d'obstacles qu'on a bâtis pour permettre à ce qu'on pense être l'élite d'arriver au sein des comités de direction. Donc il est clair que les systèmes de ressources humaines ne se sont pas faits en un jour, et ils ont été bâtis sur plusieurs dizaines d'années. Et donc je crois que pour progresser et faire progresser la diversité au sein du top management, il faut agir sur 2 fronts. Il faut à la fois avoir une action d'évolution progressive, de formation, de sensibilisation, et il faut aussi donner des coups de boutoir, parce que sinon, on risque fort de voir la diversité arriver très tard. Les coups de boutoir, il y en a eu quelques-uns de donnés, j'en citerai un, c'est le label diversité. Quand on a voulu créer le label diversité, on était une poignée, il y avait notamment Mosaïque qui était déjà là. C'était pour une raison très simple et exprimée de manière basique, c'était prévenir, faire reculer ou combattre, ce que vous voulez, le racisme dans l'entreprise. Point barre. C'était ça au départ. Après, bon, c'est devenu plus complexe que ça. Et ce label diversité, on constate que 10 ans après, il y a environ 300 ou 400 entreprises qui y sont, et ça représente plusieurs millions de salariés. Ça ne veut pas dire que dans ces entreprises, tout est beau, tout est rose. Là, mais ça veut dire au moins qu'il y a un mouvement qui a été créé et qu'on pense, nous, irréversible. Mais il est clair que pour faire progresser cette diversité, il faut un deuxième coup de boutoir qui va être donné dans la fonction publique, je pense qu'Amélie de Montchalin en parlera, c'est la réforme de la haute fonction publique. Ça veut dire
comment agir sur les modes de sélection, comment rendre mes modes de sélection plus ouverts, plus inclusifs. Par exemple, tout bête, hein, l'épreuve de culture générale pour sélectionner, je dirais, les fonctionnaires cadres supérieurs, entre guillemets, et qu'on retrouve dans certaines boîtes privées, mais moins quand même. L'épreuve de culture générale, on sait très bien qu'elle est discriminante, pas directement, mais indirectement, parce qu'elle sélectionne sur des savoirs, des modes de connaissances acquises dans une structure traditionnelle. Et elle nous prive de tas de compétences de personnes qui ont eu des parcours différents et qui s'auto-éliminent, ne postulent même pas. Donc là, cette réforme de la haute fonction publique, elle est destinée justement à changer complètement, sur la durée, ça ne se fera pas en un jour, les modes de sélection et puis surtout le sourcing. Il faut faire connaître, il faut mettre dans la tête des gens que c'est possible. Et ça me paraît le plus important. Par exemple, combien de personnes pensent que la haute fonction publique, ce n'est pas pour eux? Surtout quand on n'a pas eu tel ou tel type de formation. C'est à ça qu'il faut s'attaquer et c'est ce qu'on a entrepris de faire et c'est un effort qui portera sur plusieurs années. Hein. Mais je pense que la formation et les modes de sélection, les revoir complètement, les repenser, pour moi, c'est une des clés. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est une des clés. Merci Pascal. Sophia Merlot, chez BNP Paribas, est-ce qu'il y a des actions pour justement faire en sorte que cette diversité soit représentée au plus haut niveau ? Oui, alors, en fait, déjà, BNP Paribas, parce que c'est vrai que je n'ai pas redonné quelques éléments chiffrés, c'est 190 000 collaborateurs à travers le monde et 68 pays et 60 000 en France. C'est important parce que 68 pays, c'est-à-dire pour nous, ce qui est important, c'est d'assurer que cette représentativité de nationalité est aussi présente dans nos cadres dirigeants. Donc, on en a 3 000 qu'on regarde. Donc, aujourd'hui, on a 50% voilà, de non-français, donc d'autres nationalités, parce que justement, c'est important de pouvoir s'assurer que cette diversité aussi des géographies est représentative. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde et on regarde la partie de talent, parce que c'est comme ça qu'on va s'assurer que notre vivier vient alimenter le top management. Alors, le top management, c'est pour ça que je citais ces pays, c'est qu'effectivement, on va regarder, j'ai cité tout à l'heure les chiffres du COMEX ou des 100, mais en fait, le collaborateur, il va être dans son pays et va regarder son pays aussi et ce qui se passe dans son pays. Et on voit que là aussi, tous nos pays ne sont pas aujourd'hui encore dans cette logique. Et là, on fait finalement du micro-challenge pays par pays, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Turquie, c'est assez diversifié, en Allemagne, ça l'est moins, en Pologne, ça l'est moins. Et donc, on va aller regarder, on va demander au patron de territoire de faire des actions pour amener cette diversité de genre, qui est celle qu'on peut compter aussi, parce qu'il y a aussi, dans les pays, on peut compter certaines choses, dans d'autres pays, on ne peut pas compter. Si on va aux États-Unis ou au Royaume-Uni, on va compter un certain nombre de diversités différentes, que ce soit les genres, mais aussi l'origine ethnique. Et là, on va, je dirais, donner des plans d'action à chacun de nos pays pour s'assurer qu'on est au niveau auquel on veut être. Donc, je dis ça parce que, voilà, il faut, pour faire des choses, il faut aussi pouvoir les mesurer. Sinon, si on ne peut pas mesurer, ben, en fait, on est juste dans la communication et ça ne sert pas à grand-chose. Merci. Luc Guillemin, en préparant cette table ronde, vous m'avez donné un chiffre, 57% des directeurs d'agence sont issus de la promotion interne. Est-ce que pour vous, c'est un moyen d'amener cette diversité au top management, de la promotion interne? Absolument. Il faut savoir que nous, on a un métier qui est... On pense toujours Securitas, c'est les agents de sécurité qui travaillent la nuit dans des sites vides. En fait, on a une diversité de métiers qui est bien plus large et qui n'est pas très connue. Et le premier enjeu, c'est de faire connaître tous les métiers qu'on est capable de faire. Et je peux vous dire qu'il y a des choses passionnantes qui se passent dans une entreprise de sécurité pour attirer des gens plus divers dans nos métiers. Et c'est la clé. On a besoin de beaucoup de compétences. Donc on peut recruter des gens d'horizons très divers. Et c'est ça qui fait la richesse de l'entreprise. Et c'est ça qui donne des opportunités à tout le monde pour grandir dans l'organisation. On a toujours essayé de promouvoir nos profils. Voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'on soit encore plus actif sur la diversification de nos sources de recrutement, parce que ce sera les viviers de talents de demain de notre organisation. Et on s'ouvre à des métiers qui nécessitent aussi plus d'expertise, avec la recrudescence des métiers de sécurité électronique, qui vont nécessiter par exemple des compétences beaucoup plus techniques, informatiques, que les métiers historiques de la sécurité.
ça permet aussi de varier un peu les profils qui entrent dans l'entreprise et qui seront les futurs talents et les futurs top managers de demain. Voilà. Et puis on a, vous l'avez cité, on a beaucoup de managers intermédiaires qui viennent du terrain, qui sont issus de la promotion dans l'entreprise. On continue à développer ça. Voilà, on a des très belles réussites de gens qui ont 25, 30 ans dans l'entreprise et qui aujourd'hui, qui ont démarré tout en bas de l'échelle et qui aujourd'hui occupent des postes à très haute responsabilité. Mais c'est pas encore suffisant. Voilà, et on a deux grands enjeux devant nous. Je l'ai dit tout à l'heure, la plus grande féminisation de nos équipes. Et puis aussi, il faut qu'on s'occupe du sujet de l'accès des personnes en situation de handicap au métier de la sécurité, parce que contrairement peut-être aux idées reçues, les gens en situation de handicap peuvent faire beaucoup de métiers chez nous. Merci. Viola Ferrario, est-ce qu'il y a comment vous faites? Est-ce qu'il y a des actions, des plans d'action qui sont mis sur cette thématique de diversifier le middle et le top management? Ou est-ce que ça se fait naturellement? Non, alors, clairement, le groupe essaie de passer pour aussi l'exemplarité. Et ça, bon, le fait que je suis ici, ça le démontre. Après, encore, c'est la somme de beaucoup des actions qu'on crée à l'interne. On a, pour exemple, on a créé un réseau interne, Révèle-toi. C'est un réseau interne de femmes, mais pas que, parce que c'est un réseau qui veut donner visibilité à l'inclusion et à la diversité, veut permettre à les personnes d'évoluer à l'interne et de proposer aussi des actions très, très concrètes pour continuer à soutenir inclusion et diversité. Il faut savoir que pour nous, inclusion et diversité, c'est un des piliers stratégiques. Notre stratégie du business se base sur 6 piliers et un de ça, c'est inclusion et diversité. Et clairement, le concrétiser, ce qu'on essaie toujours de faire est de se dire, OK, inclusion et diversité sont deux mots très intéressants, mais il ne faut pas les faire rester seulement des mots. Il faut les concrétiser en action. Et l'évolution interne, comme vous avez tout dit, c'est très important. On a, jusqu'il y a quelques mois, par exemple, on a promu une directrice d'usine à l'interne. Je pense que ce soit très rare de trouver une directrice d'usine femme à gérer une usine de tuiles, en particulier de tuiles du béton. Et après, une stratégie de recrutement qui clairement est guidée par la pluralité du talent, diversité, pluralité du talent le plus large possible, que ce soit parcours professionnel, que ce soit éléments culturels, genre, mais c'est une stratégie même de recrutement qui est créée pour créer un peu la base, qui est faite pour créer la base, parce qu'à la fin, je pense, chez BMI, vous avez avant parlé de plafond de verre, je pense que chez nous, au moins en France, c'est déjà cassé, mais ça ne suffit pas de le casser une fois. Après, il faut clairement créer la possibilité de continuer à le transformer et de ne pas laisser diversité, de tout type de diversité seulement jusqu'à un certain niveau. Ouvrir les vannes à tous les niveaux. Absolument, oui. Très bien. Même question pour Arnaud Naudan. Quel type d'action vous menez pour faire en sorte que le top management ou que le middle management, parce que je pense que c'est le même sujet, soit davantage diversifié? Alors, on avait déjà un certain nombre de mesures. On partait pas de rien sur ces sujets. Déjà, la première chose qu'on a faite, c'est de revoir complètement nos processus de recrutement pour ne plus aller chercher nos collaborateurs uniquement dans des profils grandes écoles de commerce, qui était historiquement le cas dans nos métiers. Donc, en élargissant la palette de parcours dans lesquels on allait chercher nos jeunes diplômés. Il faut savoir qu'on recrute plusieurs centaines de jeunes diplômés chaque année, donc en revoyant complètement nos process de recrutement, en formant nos recruteurs pour qu'ils aillent chercher des profils différents avec d'autres parcours. Ça a été déjà une première mesure qui nous a permis de voir
voilà, déjà des effets sur les catégories de collaborateurs qui intégraient le groupe. Ensuite, ces mesures, elles vont prendre un autre aspect dans les prochaines semaines, vu qu'on est devenu, et je suis ravi de l'annoncer aujourd'hui, il n'y a pas moins d'une semaine, une société à mission. Donc on est le premier cabinet d'audit et de conseil à opter pour le statut d'entreprise à mission. Et l'inclusion et la diversité sont deux objectifs qu'on a inscrits dans nos statuts dans le cadre de notre mission. Donc on s'engage réellement à promouvoir plus de diversité, plus d'inclusion dans l'ensemble de nos métiers, dans l'ensemble de nos bureaux. Donc ça va passer par, typiquement sur certains de nos métiers, aller chercher des personnes soit sans emploi, soit en reconversion professionnelle, d'aller les former à nos métiers et de leur offrir un CDI à l'issue de cette formation. On est aussi une profession qui fait face à une pénurie de talents. On a beaucoup de mal à recruter et donc on espère aussi par ce biais favoriser davantage de diversité, plus d'inclusion et aussi répondre à nos enjeux de recrutement. Donc ça, c'est une première mesure concrète. L'autre aspect sur lequel on va aussi beaucoup s'engager, c'est comme je disais, au-delà de ce qu'on va faire pour nos besoins internes, on pense qu'on a aussi un rôle à jouer auprès de nos clients. On est... chez BDO, on est soit expert comptable, soit avocat, soit auditeur, soit consultant. On a une relation qui est vraiment de proximité avec les entreprises qu'on accompagne. Et de ce fait-là, un de nos objectifs dans le cadre de notre mission, c'est aussi de favoriser des pratiques plus responsables chez les entreprises. Donc on va faire beaucoup d'actions de sensibilisation de nos clients sur les bénéfices de la diversité, sur comment mettre en place davantage de pratiques responsables chez nos clients et de ce fait-là, avoir un impact qui sera beaucoup plus large que si on s'adresse uniquement à nos propres besoins. Sur les aspects recrutement, ça concerne aussi le top management ? Alors oui, vous aviez une question, c'était là je pense que j'adresse vraiment le premier sujet qui était le vivier. Ensuite, on a aussi beaucoup d'efforts à faire pour permettre à des personnes d'autres horizons que nos parcours classiques d'accéder à des postes de direction. Sur le genre, on a aussi beaucoup à faire dans notre profession. On va lancer un programme Women in BDO pour permettre créer un réseau de femmes chez BDO qui puissent échanger et puis permettre un accès à davantage de postes à responsabilité. Je pense que ça passe aussi, vous le disiez, beaucoup de barrières qui se créent au fur et à mesure d'une carrière et qui empêchent à certaines personnes d'accéder à certaines responsabilités. Donc on a créé un programme pour suivre nos hauts potentiels et permettre finalement à des gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à ces postes, très rapidement pouvoir y accéder, indépendamment de leur parcours et de leur diplôme. On est quand même en France encore aujourd'hui, et nous dans le conseil on le voit, on écrit encore les diplômes de nos consultants dans les propositions commerciales qu'on envoie à nos clients. C'est quelque chose qui finalement fait plus beaucoup de sens par rapport aux compétences ou à l'expertise qui a été développée par certains. Donc on a vraiment un effort à faire collectivement pour davantage de diversité dans les entreprises. Merci. Patrick de Saint-Jacob, chez Orpea, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées sur ces niveaux de top management, de direction pour aller chercher ces viviers ou pour mieux les détecter? Parce qu'on a vu que ça peut passer aussi par la promotion interne. Je confirme les propos que je vous ai tenus il y a quelques instants lors de la première question, à savoir que Orpea est un groupe non conformiste qui a toujours eu à cœur d'aider des personnes en partant de leur savoir-être, de leur engagement, de leur volonté de progresser, et ça, quelle que soit leur origine, sexe, diplôme et âge. J'évoquais tout à l'heure des statistiques. Aujourd'hui, 50% des cadres de santé sont issus du terrain, ont pu commencer comme aides-soignants. 54% des directions viennent du terrain et 96% des directeurs régionaux. Et ça, c'est toujours chevillé dans les tripes du groupe. Alors évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple parce que, par exemple, les tutelles sanitaires réclament aujourd'hui, par exemple, pour diriger un établissement de santé, au minimum un master. Alors, ce qu'on essaie de faire quand on a des personnes qui n'ont pas ce niveau, c'est de les cravacher grâce à notre service développement RH pour qu'elles puissent acquérir le plus rapidement cette qualification pour pouvoir diriger. Mais au fond, ce diplôme, c'est un papier. On sait que déjà bien en amont, elles ont les compétences. Et puis si je pouvais conclure sur un exemple encore plus frappant, aujourd'hui, le comité de direction France, y compris le directeur général, sont issus du terrain et ont commencé pour la plupart comme adjoint de direction et directeur de maison de retraite. Je suis le seul à être entré par la porte direction régionale. Donc vous voyez, c'est un exemple pour vous montrer que sur le temps long que j'évoquais tout à l'heure, on peut faire une vraie carrière chez nous sans a priori. Alors merci de faire la référence au temps
parce qu'il nous reste quelques minutes pour clôturer. Et j'ai une dernière question à vous poser à tous, parce que c'est vrai que c'est aussi une question de temps. Et on a l'impression que ça avance pas assez vite. Ça fait des années et des années qu'on travaille sur le sujet de diversité et on se dit mince, quand on voit les chiffres, notamment sur les niveaux les plus élevés, ça a du mal à avancer. Donc la dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il va falloir qu'on passe par une loi ou est-ce que ça relève plutôt de l'engagement sociétal de l'entreprise et c'est plutôt à l'entreprise d'aller un petit peu plus vite? Pascal Bernard. Comme tu l'as dit, le temps presse, hein, donc je crois que les méthodes, il faut prendre tout ce qu'on peut trouver. Hein. Donc il y a déjà pas mal de textes, pas mal de lois qui existent sur la question. Pas besoin d'en avoir en plus, c'est ça? J'ai pas dit ça. Si on trouve une loi géniale qui permet de faire la synthèse de tout et de contraindre tout en suscitant l'adhésion, très bien. Mais moi, j'ai pas la clé pour l'instant. Je crois beaucoup, effectivement, dans la pression sociétale. Il est clair que là, il n'y a pas les entreprises, un mur, et puis la société. La société évolue. Il y a une pression, il y a une dialectique qui se fait, et c'est très bien. Et puis surtout, il faut que les entreprises prennent la balle au bond pour concrétiser tout ça. Si j'avais à donner un seul exemple d'action managériale concrète, dans les ministères sociaux, on évalue notre management, le top management et le management intermédiaire ils ont un objectif de développer la diversité et l'égalité pro entre les femmes et les hommes. Et on leur demande chaque année, vous avez fait quoi cette année pour développer la diversité, prévenir les discriminations directes ou indirectes et développer et l'égalité entre les femmes et les hommes. Quelle action? Comment vous l'avez mise en place? Et ça a donné quoi comme résultat? Et si ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que ça, c'est intéressant de faire des retours sur expérience. Donc vraiment, la diversité, si on veut que ça marche, il faut donner du sens. Mais il faut aussi veiller à ce qu'au dernier kilomètre, sur le terrain, elle se déploie. Et je dirais, un point régulier avec chaque manager sur les actions concrètes qu'il a engagées me paraît, moi, être... c'est pas la panacée, il n'y a pas de remède miracle, mais c'est un des exemples qu'on peut donner en 30 secondes. Voilà. Merci. Je sais que le temps est compté. Viola, est-ce que vous pensez que les entreprises ont encore plus besoin d'être incitées ou chacun et chacune d'entre nous sommes aussi des acteurs de ce changement qu'il faut opérer ensemble? Je pense sincèrement que ce soit plutôt les entreprises avec une démarche volontariste qui peuvent vraiment donner une accélération à la diversité à l'interne. À la fin, c'est notre domaine, sont nos organisations. Pour faire ça, il faut créer les conditions. Par exemple, chez nous, il y a une politique de tolérance zéro. S'il y a de la discrimination, c'est pas du tout toléré. On ne peut pas penser de créer une organisation où il y a de la diversité si les personnes ne se sentent pas sereines de pouvoir être différents à l'intérieur de l'organisation. Et c'est un peu ça que nous, au moins chez BMI, on est en train d'essayer de faire, créer les bonnes conditions pour attirer les jeunes talents, soutenir l'inclusion et la diversité et, si possible, accélérer la diversité à l'interne. L'inclusion. Sophia Merlot. Sans paraphraser mes deux collègues, je pense qu'effectivement, il y a deux sujets. Il y a l'interne où il faut quand même mesurer. Et je pense que les entreprises peuvent faire beaucoup de choses. Alors, il y a déjà eu des lois qui sont sorties. La loi Copé-Zimmermann, la loi RIC5 qui va sortir. Mais je pense qu'effectivement, quand on a le label diversité, nous, on l'a eu, on était la première banque à l'avoir. Et chaque année, enfin, tous les 2 ans, on est audité. On est en train en ce moment d'être audité. C'est très important pour les équipes. Donc, ça montre que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas tolérant sur la discrimination. Donc, ça, c'est important. Mais il faut aller encore plus loin. Et donc, les objectifs sont là. Alors, c'est pas des quotas, mais en tout cas pour nous, c'est des objectifs en interne. Donc il faut mesurer pour avancer. Ça, c'est le premier sujet en interne. Et ensuite, il y a un volet cohésion sociale, engagement sociétal, sur lequel l'entreprise doit aussi être présente. Et c'est ce qu'on fait auprès finalement de tous les organismes ou d'associations d'insertion professionnelle ou d'éducation. On est très lié avec Mosaïque RH, mais je pense que ça aussi, c'est bien de montrer, parce qu'il faut alimenter les talents, il faut qu'on soit inclusif, donc il faut qu'on aille les chercher pour expliquer ce que c'est que la banque, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que la banque, et donc voilà, on est recruteurs, et donc il faut qu'on continue d'alimenter ces talents, et cet engagement sociétal est très très important. Donc c'est à l'entreprise de s'engager. Tout à fait.
en 10 secondes. Très court. Et je risque de paraphraser un peu tous les intervenants, mais clairement, c'est aussi la position de Securitas, s'engager en interne au sein de l'entreprise. Une fois qu'on est convaincu que l'inclusion, la diversité, c'est une façon de créer de la valeur dans l'entreprise, il n'y a plus vraiment de barrière pour s'investir. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut le mesurer. Et je peux que recommander à tous les entrepreneurs de ne pas attendre une loi, parce que quand on subit une loi, c'est que des contraintes. Ceux qui l'anticipent peuvent en tirer parti. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter, Arnaud Très rapidement aussi. Je pense qu'on va tous être d'accord. Moi, je ne vais pas être pour une nouvelle loi ou pour des quotas partout. Je crois plus à la responsabilité de l'entreprise et finalement à la pression du marché. Vous savez, quand on a demandé aux entreprises de communiquer sur leurs performances extra-financières, notamment pour les grands groupes, mais avec des réglementations qui vont passer pour des entreprises de plus petite taille, je dirais quand toutes les entreprises verront qu'elles sont poussées par le marché pour favoriser la diversité au sein de leur organisation, ça fera accélérer les choses. Donc voilà, moi je suis plus pour l'engagement des sociétés à œuvrer pour la diversité que pour une nouvelle loi. Et pour finir, Patrick de Saint-Jacob, pour terminer. Chez nous, 65% des postes à responsabilité sont occupés par des femmes. On me direz-vous, mais au fond, on part plutôt gagnant. Toutefois, on continue l'empowerment, excusez-moi, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que de nombreuses femmes, quand elles n'ont pas coché toutes les cases pour répondre à un poste, restent en back-office, si vous voulez. Et on vient de créer un accompagnement des femmes cadres aujourd'hui qu'on appelle LRPA, justement pour aider toutes ces femmes à prendre, je dirais, confiance en elles et penser que le management au féminin engagé est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Merci beaucoup. On retient que l'impulsion des dirigeants que vous êtes est extrêmement important aussi pour faire bouger les lignes en interne et pour faire en sorte que cette diversité, elle ne reste pas coincée à la base, mais qu'elle monte jusqu'au top. Merci beaucoup pour vos interventions. Et merci à vous, Mariam, pour cette table ronde. Je vous invite à descendre de scène de ce côté, de manière à pouvoir signer ce fameux pacte de l'inclusion économique dont on parle depuis ce matin. Voilà, n'hésitez pas à faire figurer vos noms, vos entreprises de manière symbolique pour matérialiser justement votre engagement. Et donc, pour prolonger cette discussion autour du top management, je vous propose d'accueillir notre nouvel invité juste après le jingle. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur diversifiervostalents.com, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Et nous voilà donc pour cette keynote qui va clore cette plénière autour du top management. Je vous demande d'accueillir Morad Chibout. Morad, sous vos applaudissements, merci. Alors, Morad Chibout, il est lui-même dirigeant d'entreprise. Il a explosé le plafond de verre. Mais pourquoi sont-ils si peu nombreux à l'avoir fait? Quels sont les freins au recrutement d'un top management à l'image de la société? Parce qu'il n'y a pas de raison que la base, par exemple, soit diverse et le haut un peu moins. Et donc, comment on débloque tous ces freins? Morad Chibout, on vous écoute jusqu'à 16h28 maximum? C'est ça, oui. Je pense que j'aurais terminé avant. Est-ce que vous m'entendez là? En tout cas, moi, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la discussion qu'il y avait dans les équipes ici. J'aime pas beaucoup parler de moi, mais juste pour vous expliquer pourquoi je sais de quoi je parle. Très rapidement, moi, je suis le deuxième d'une famille de 12 enfants vivants, de parents illettrés. Mes parents étaient ouvriers et femmes de ménage pour ma maman, donc j'ai vécu dans un quartier. Donc j'ai appris un certain nombre de choses. Deuxièmement, je suis un pur produit de l'école républicaine, comme je dis toujours. J'ai la chance d'avoir fait un doctorat d'économie, ce qui m'a donné la possibilité d'évoluer dans un certain nombre d'entreprises. Je suis d'autant plus bien placé que j'en suis à mon 3e poste de directeur général. J'ai eu la chance d'être directeur marketing et de la communication d'EDF, d'avoir été DG d'Autolib, d'avoir été DG dans le groupe Casino. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans ces grands groupes-là, avec des gens qui ont été, des patrons qui ont été assez disruptifs, en tout cas qui ont eu le courage de prendre un certain nombre de décisions et de recruter des gens comme moi.
Et j'ai appris finalement au fond dans les entreprises qu'on apprenait beaucoup de choses dans l'entreprise, mais il y a une chose qu'on n'apprenait pas et qu'on nous reproche souvent d'ailleurs et qui est un élément du plafond de verre dans la société, ce sont les codes de la société, les codes de l'intégration. Alors, la question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il existe un plafond de verre? Alors moi je vais vous dire répondre de deux manières. Il existe un plafond de verre chez les cadres supérieurs et un plafond de béton pour les cadres dirigeants. Alors, si je dis ça, c'est qu'on parle souvent de plafond de verre et ça peut apparaître un peu parfois comme une nébuleuse. Parfois, c'est des chiffres qui sont un peu fantasmés, parfois un peu dévoyés, mais les chiffres qui existent sont réels et tangibles. Alors, je me suis amusé à faire un petit exercice. Je sais que ce n'est pas très légal, mais je l'ai fait quand même. Aujourd'hui, dans le top management français, dans les entreprises françaises, c'est-à-dire si on prend ce qui est le CAC 40 et le SBF 120, je vais vous donner un chiffre. Il y a à peu près moins de 5 personnes issues de la diversité socio-culturelle, dont j'ai la chance de faire partie. Alors, on se connaît tous à peu près, et donc c'est quand même assez inquiétant. Le chiffre est faible, pour ne pas dire même ridicule. Quand on le met à côté, finalement, au fond, de 4% de la population qui sont Bac plus 5, qui sont 4%, on est dans un rapport de 1 à 20. Ça veut dire que finalement, au fond, si je fais un calcul qui est encore plus global, il devrait y avoir, j'exagère un petit peu, il devrait y avoir une centaine de cadres dirigeants issus de la diversité socio-culturelle et socio-économique, ce qui n'est absolument pas le cas, et ce qui est plutôt dramatique, et ce qui entraîne d'ailleurs un problème très particulier, c'est qu'on a le droit de se poser deux questions. Pourquoi le monde entier, pourquoi beaucoup d'entreprises dans le monde n'ont pas ce problème-là, et pourquoi finalement il est plus aisé à l'étranger d'accéder à des hautes fonctions managériales qu'en France? Et pourquoi ce plafond de verre est si important chez nous? Je vais essayer de vous y répondre tout à l'heure. Alors, ces chiffres, ils ont une réalité quand même assez tangible. Je me suis amusé à un deuxième exercice. Vous savez, vous connaissez tous le site nomination.fr, et donc dont vous avez des comptes rendus toutes les semaines dans un certain nombre de journaux, comme Les Échos, le Challenge, sans faire de publicité. Et je me suis amusé, et j'ai observé, c'est sur les 6 derniers mois, j'ai scruté une nomination dans la presse, et je suis navré de constater, de vous exposer de manière quelque peu euphémique, bien sûr, que la diversité dans l'innovation du COMEX n'apparaît pas très flagrante, le moins que l'on puisse dire. Il n'y en a pas énormément. Alors pourquoi? Les interlocuteurs de tout à l'heure ont donné 2 éléments, et je vais en rajouter un troisième que j'avais donné. C'est premièrement, effectivement, il y a une inertie. Et donc je pense qu'il faut changer finalement et la manière de penser un certain nombre de dirigeants et de patrons d'entreprise. Le deuxième, il y a une crainte de l'inconnu, qui est assez particulière, et je pense qu'elle est plutôt liée à la France, en France aujourd'hui dans les entreprises, mais qui arrivera finalement avec le temps à se résorber. Et la troisième, et je vais être volontairement provocateur, parce que j'en ai été victime il y a peu de temps pour la présidence d'un groupe, c'est qu'on pense qu'on n'a pas les mêmes codes. Et les codes sociaux, c'est quoi? Finalement, au fond, le code social, c'est le marqueur social. Est-ce que vous êtes capable de comprendre finalement et de vous intégrer dans un comité exécutif où parfois règne une espèce d'évitement convivial et de présupposés. Et donc c'est le comportement, c'est la culture. C'est aussi pas forcément le même langage social. Et donc c'est un grand reproche qu'on m'a fait aussi ces derniers temps. Et puis il y a un point aussi important, et je pense que c'est une erreur de beaucoup de dirigeants, c'est penser finalement au fond que dans la diversité socioculturelle, il n'y a pas de réseau. Or c'est pas vrai, et c'est effectivement que les gens issus des grands corps de l'État, et la ministre en parlera tout à l'heure, effectivement un certain nombre de réseaux que finalement au fond les gens de la diversité socioculturelle n'ont pas forcément. Alors, ça m'amène aujourd'hui à vous faire une petite aparté sur les méthodes de recrutement qui sont majoritairement employées aujourd'hui dans les grands groupes français, et notamment, j'ai eu la chance de côtoyer un certain nombre de personnes dans les COMEX, et de nous amener à réfléchir. Alors, il y a un constat qui est un peu implacable, c'est qu'il existe dans les grands groupes français, que ce soit le SBF 120 et le CAC 40, n'y voyez aucune insulte de ma part, c'est qu'il y a une certaine forme de cooptation, finalement, au fond, entre ce qu'on appelle les grands corps, et cela appelle plusieurs constats. Alors, les grands corps, c'est une particularité de la société française, où, effectivement, il y a 3 grands corps qui dominent, les grandes écoles d'ingénieurs, l'ENA et les grandes écoles de commerce. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences à l'étranger, et c'est très intéressant quand vous vous présentez. C'est beaucoup plus facile de dire pour vous, de traduire en français que vous avez un doctorat, ou le type dit vous avez un PhD, et quand vous lui dites j'ai fait Polytechnique comme mes collègues ou l'ENA, l'autre il lui dit what is Polytechnique, what is ENA. Donc c'est une particularité très française. Alors ça amène un certain nombre de choses, j'ai absolument rien contre. J'ai beaucoup dans les équipes aujourd'hui que je dirige ou dans les entreprises avec qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec des gens issus de ce corps des grandes écoles. Alors pourquoi ça se fait? Très honnêtement, je vais être un peu provocateur, mais c'est une longue discussion que j'ai eue avec eux, c'est que quand vous cooptez quelqu'un qui est de votre propre corps, finalement, au fond, vous évitez les risques.
Parce que vous connaissez son mode de pensée, vous connaissez ses codes sociaux, et vous dites finalement, il pense comme moi, il est issu quasiment de la même école que moi, donc j'ai assez peu de risques. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle dans l'entreprise le règne de l'évitement convivial. À la fin, dans les cadres dirigeants dont je fais partie, on est toujours d'accord. Moi, il y a une phrase que j'adore. À la fin d'une réunion, d'un comité de direction ou de toutes les réunions, c'est « tout le monde peut avoir un avis divergent », et vous la connaissez comme moi, cette phrase, mais il y a une phrase célèbre qui, à la fin, dit « mais on dit la même chose avec des mots différents ». Vous l'avez tous entendu. En fait, à la fin, on sait tous que nous sommes en divergence, que finalement, au fond, le dossier n'avance pas. Mais comme on doit faire du politiquement correct et de l'évitement convivial, finalement, au fond, on fait une espèce de consensus intellectuel et social au sein de l'entreprise qui annule, finalement, au fond, les décisions importantes pour l'entreprise. Et le courage, finalement, voudrait qu'on soit capable de se dire les choses. Mais le politiquement correct étant nécessaire pour pouvoir survivre dans les grandes entreprises, fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir du politiquement correct quand on est issu des mêmes mondes que quand on est issu d'une diversité sociale et culturelle. Alors, moi, je pense que demain, on va avoir des grands enjeux et toutes les entreprises auront les grands enjeux. Je ne me permettrai pas, bien sûr, de paraphraser notre président de la République qui a défini les grands enjeux pour demain, la révolution technologique autour de la 5G, de l'IoT, du développement durable, de l'économie décarbonée et aussi la recherche scientifique. On a vu ce qui s'est passé ces derniers temps, comment les grands groupes français et même européens ont quasiment disparu face à des petits groupes, et notamment, je pense à Moderna, qui n'existait pas il y a quelque temps, et qui ont quasiment catapulté les grandes entreprises issues de l'industrie pharmaceutique parce qu'ils étaient en avance, parce qu'ils étaient souples et beaucoup plus légers. Et alors, tout ça m'amène finalement au fond à dire que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement, et je m'adresse aussi souvent aux DRH d'entreprise, à un nouveau paradigme. Et le paradigme, c'est qu'il faut sortir du mode social de reproduction aujourd'hui exclusif qui anéantit finalement au fond l'avenir de nos entreprises. Je pense que en France, nous avons beaucoup de talents, il y a des cerveaux dans ce pays de toute origine sociale et culturelle, et qui n'ont pas nécessairement les opportunités pour arriver à des très hauts postes de management et de décision, et qui sont souvent inhibés dans leur ascension. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces talents, ils quittent la France et ils partent. Et ils vont appeler leur savoir-faire, ils vont apporter leur savoir-faire ailleurs à des grands groupes internationaux. Et finalement, au fond, le grand perdant, ce sont nous, ce sont les grandes entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui, la nation française risque de perdre un certain nombre de talents, parce qu'aujourd'hui, la structure sociale dans le top management, je vous parle de l'executive management, n'est pas capable de recruter ou d'inclure finalement au fond ces grands managers, et c'est bien dommage. À cet égard, je vous invite à lire le dernier rapport du Conseil d'analyse économique, qui est très intéressant, et cette fuite de talents finalement au fond, elle est préjudiciable à notre nation, et si on n'y répond pas demain avec des cadres qui sont des visions plurielles et qui ont des modes de fonctionnement différents à ce que nous connaissons aujourd'hui, je pense que nous allons au-devant d'une grande crise économique pour notre pays. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense fondamentalement, j'ai fait beaucoup de conférences sur la disruption des entreprises, je pense que 50% des entreprises qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans les 5 ans à venir, parce que les modèles économiques vont complètement évoluer, vont se déstructurer. Et que si on n'est pas capable d'inclure dans le management, finalement, au fond, des gens différents, on ira, je ne dirais pas à la catastrophe, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus délicat pour nous vis-à-vis d'autres grandes entreprises, et en tout cas de pays. Alors, des cadres qui sont capables d'assumer des hautes fonctions dans l'executive management, moi, je vous en présente des centaines. J'en connais plein, très honnêtement. Qui s'appellent Mamadou, qui s'appellent Aïda, qui s'appellent Rachida, qui s'appellent Cheng, qui s'appellent Jean-Marc, qui vivent dans des cités. Ça, je vous en amène un paquet. D'ailleurs, je pense que Mosaïque devrait créer une société qui s'appelle Mosaïque Executive Management. Ils auraient exactement énormément plein de talents. Alors, je vais vous proposer quelques arguments pour diversifier le recrutement et vous expliquer finalement, au fond, pourquoi, quand on est issu de la diversité, on est une force pour l'entreprise. Beaucoup de cadres issus de la diversité ont des parcours de vie qui sont parfois difficiles et qui forgent des caractères et donnent des vertus valorisables dans des contextes professionnels très exigeants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces parcours de vie amènent à des visions différentes de l'entreprise. Et ce qui est nécessaire dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, si on n'est pas capable d'avoir des visions différentes, si elle est uniforme, pour ne pas dire sclérosée, je pense que c'est l'avenir de nos entreprises qui est en jeu, bien sûr, et elles doivent apporter une vision dans l'entreprise face à des attentes nouvelles, qui sont les attentes de consommateurs, qui sont les attentes sociétales, et qui sont les attentes de la concurrence, qui vont déstructurer un certain nombre de nos entreprises. Les personnalités, comme moi, mais comme il y en a beaucoup dans cette salle et comme j'en connais beaucoup, amènent des mentalités nouvelles, finalement, au fond de l'entreprise. C'est une nouvelle appréhension des problèmes, plus en phase avec les enjeux du monde. Moi, je pense qu'il faut éviter cette logique dans l'entreprise d'évitement convivial où tout le monde est d'accord en permanence et finalement, on ne fait pas avancer l'entreprise puisque c'est la sauvegarde politique interne et personnelle
qui est plus importante que le reste. Enfin, je pense qu'il faut bousculer les présupposés au sein de l'entreprise, sortir de certains préjugés et donner leur chance à des profils qui sont complètement différents, avec des parcours de vie éprouvés et des parcours académiques autres que ce que l'on connaît standard. Pour terminer, il reste 3 minutes, je souhaiterais m'adresser ici à tous les présidents du CAC 40 et du SBF 120 et leurs DRH. Parce que ce qui nous attend dans les années à venir, je pense qu'on ne le réussira que si on est capable d'intégrer cette diversité culturelle. J'ai envie de vous dire plusieurs choses. Osez et prenez le risque pour la survie de vos entreprises. Vous êtes le bien commun d'un pays empreint de tant d'aspirations. Et si vous n'intégrez pas cette diversité, nous allons demain au-devant de graves problèmes pour la survie de nos entreprises. Deuxièmement, j'ai envie de vous dire, sortez de votre zone de confort, ne craignez pas le changement, créez-le. Troisièmement, j'ai l'intime conviction que demain, les startups qui sont plutôt menées par des jeunes disruptifs, des gens qui sont un talent complètement différent, issus de la diversité socio-économique et culturelle, prendront le lead de l'innovation. Et on voit, quand on regarde aujourd'hui sur le marché de l'hydrogène, ce sont 2 personnes qui sont, un d'origine marocaine et l'autre d'origine algérienne, qui sont en train de disrupter ce marché, qui sont des entreprises de demain. Et donc, si on n'est pas capable de les intégrer, et les avoir au sein de ces entreprises, parce qu'elles vont disrupter ces marchés-là, et ces entreprises vont valoir demain, et comme disait le président de la République, c'est ces 10 grandes licornes, elles se vendront à l'étranger, et le capital, finalement, au fond, financier, social et humain, partira dans des grands groupes internationaux, parce que les entreprises n'auront pas été capables de les absorber. Troisièmement, j'ai envie de vous dire, donnez le courage, ayez le courage de donner leur chance à des gens qui sont différents, finalement, au fond, des grands corps que vous connaissez, que vous recrutez tous les jours. Ayez le courage d'écouter des gens qui sont différents de vous pour pouvoir faire avancer les dossiers. Disruptez vos modes de recrutement. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, si on n'inclut pas, nous perdrons tous collectivement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Mourad Chibout pour cette prise de parole très punchy et en même temps, il faut bien qu'à un moment, on arrête de discuter et qu'on passe véritablement à l'action et qu'on appuie là où ça fait mal. Alors, on va quitter cette plénière. Maintenant, rendez-vous pour notre prochain sujet. On va s'intéresser au territoire juste après notre générique.